Je vous remercie. Alors, on va pas prendre de dernières questions pour laisser la parole maintenant à Benoît Hérault. On a traversé le Canada pour comprendre à la fois comment la recherche est structurée et à la fois comment la politique de lutte contre la maltraitance est structurée au Canada. Ici, Benoît va nous... au Québec, pardon. Ici, Benoît va nous présenter une démarche qui est une démarche de recherche qui s'appelle une communauté mixte de recherche et qui propose de faire de la recherche autrement. Donc je te laisse la parole, Benoît. Merci beaucoup. Merci Estelle et Guillaume pour l'invitation. Vous m'aviez demandé 30 minutes. Est-ce que je peux rester là-dessus ? Alors il va falloir faire peut-être un peu plus court pour que les gens aient le temps de faire une pause déjeuner. Alors je vais essayer de faire plus court pour nous permettre à tous de se ravitailler. Donc, merci de l'invitation. Je crois, comment dire, j'ai plusieurs casquettes et je suis familier, Alice est partie, mais de ces enjeux. D'abord, je faisais partie du comité scientifique de TACT. J'ai fait partie de la commission, disons, du CNBD historiquement, de la commission croisée de lutte contre les maltraitances animée par Alice Cassagrande. Je suis sociologue, effectivement, ici à côté, à Lyon 2. Et j'ai initié avec d'autres une démarche de recherche citoyenne, devenue une communauté mixte de recherche et qu'on espère aujourd'hui développer en termes de communauté épistémique. Donc, je vais essayer de vous présenter les enjeux de cette démarche à partir du thème proposé pour la matinée, des enjeux de recherche et de politique publique autour de la lutte contre la maltraitance. Et j'ai peut-être un tout petit peu commencé à réfléchir à ce lien recherche, politique publique à partir de l'exemple donné par Gérard Noiriel dans un article déjà d'une vingtaine d'années. Il écrivait en 2005, il commençait, il disait « Depuis quelques années, il ne se passe guère de jours sans que la presse ou la télévision ne mettent au devant de l'actualité de nouveaux cas de maltraitance. Sans cesse, des procès fortement médiatisés braquent les projecteurs sur des personnages qui incarnent l'horreur absolue dans le monde d'aujourd'hui. L'infirmière qui brutalise des personnes âgées dans une maison de retraite, le père dénaturé coupable d'inceste, l'instituteur ou le curé pédophile qui sévissait depuis des années bien que personne ne soit rendu compte. » Il constate donc qu'on met aujourd'hui, on est en 2005 quand il parle, donc il y a 20 ans, donc le vocable de maltraitance permet à la fois décrire des situations très diverses et des situations, on va dire, repoussoires. Et il s'interroge, il se dit, l'émergence de ce terme, c'est un nouvel enjeu pour la recherche historique, donc c'est un point de départ aussi pour notre réflexion, et il fait un petit peu une petite synthèse des travaux qui se sont faits de l'enfance maltraitée à la maltraitance, en rappelant que donc c'est une loi de 1889 qui évoquait l'enfance maltraitée. Et il se dit les travaux de recherche historique sur cette loi, ils s'interrogent forcément sur la part, le fait que l'intervention publique, l'action publique, à partir de 1889, s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur des familles et à la manière dont on éduque les enfants. Et il nous dit il y a au moins, comme souvent, deux types de travaux historiographiques. Il y a ceux qui disent cette loi, elle participe au développement d'un plus grand contrôle social. Elle marque un marqueur très fort de l'intrusion de l'action publique dans l'intimité, dans le vécu des gens. C'est un point d'étape très fort d'une nouvelle intervention, d'une extension de l'intervention de l'État dans la vie des gens. Et il y a toute une tendance d'histoire critique, de sociologie critique qui insiste sur le fait que oui, elle a une dimension
un petit peu intrusive, en disant par exemple que si on regarde les déchéances de parentalité qui ont eu lieu, c'est pas tant sur des sévices ou des problèmes de maltraitance entre guillemets, mais c'est souvent sur des décalages, des désajustements entre les attentes de l'administration et des modalités de parentalité, par exemple dans les familles populaires. Alors ce premier courant, il est intéressant parce que souvent la recherche en sciences sociales, elle se dit oui, il y a besoin de prendre de la distance pour pas être trop instrumentalisé par l'action publique et pour pas aller trop vite dans finalement des attentes des pouvoirs publics qui peuvent être aussi intrusives, voire problématiques pour la vie, notamment des familles populaires, et qui peuvent être stigmatisants pour tout un certain nombre de publics. Et puis il dit il y a aussi tout un certain nombre de travaux qui insistent sur on va dire l'importance de cette loi de manière plus positive, et il cite un exemple assez intéressant. Il dit par exemple, il y a une thèse en l'occurrence d'un auteur aujourd'hui connu, à l'époque il l'était moins, Yvan Jablonka. Il fait sa thèse sur Jean Genet et il dit Jean Genet, il s'est construit une légende, donc écrivain connu internationalement. Il dit il s'est construit une légende sur le fait qu'il aurait été maltraité par sa famille d'accueil, et l'historien va voir un peu les lettres d'échange entre Jean Genet et sa famille d'accueil, et il voit au contraire une relation faite de beaucoup d'affection, et il dit attention quand on donne la parole aux personnes elles-mêmes, il y a aussi des reconstructions de l'histoire qui ont leur sens, mais qui sont pas il y a pas de monopole, il y a pas d'univocité du sens bien sûr de vécu, et notamment de vécu dans une famille. Alors c'est un peu ce questionnement sur entre l'action publique et la recherche, comment on s'instrumentalise, hein. Ce questionnement, il est un peu à la source de la présentation que je vais faire. L'action publique peut instrumentaliser la recherche, mais inversement, la recherche, parfois, on peut évidemment lui reprocher, et tu l'as dit, de prendre de la distance. Et on parle aujourd'hui de justice épistémique pour dire parfois il y a une manière d'exploiter les enquêtés, d'exploiter les professionnels, d'exploiter les savoirs présents dans la vie sociale pour être un petit peu instrumentalisés, mis au service de la recherche des chercheurs qui ont leur propre surplomb moral sur la vie sociale. Alors, je crois que la réflexion proposée là, elle vise pas à nier les modalités d'instrumentalisation dans un sens ou dans l'autre entre l'action publique et la recherche, mais de se dire effectivement l'enjeu de communauté mixte, c'est de se dire au-delà de la question de l'instrumentalisation, il y a bien des coopérations, des pratiques, des enjeux communs qu'il s'agit de réussir à faire vivre, et pour pouvoir dépasser les soupçons d'instrumentalisation et pour pouvoir faire vivre aussi bien des positions critiques que la recherche en sciences sociales peut permettre d'avoir, mais aussi des positions d'accompagnement de l'action collective, de l'action publique. Il s'agit effectivement de pouvoir élaborer un peu des principes, des réflexions que le terme de communauté épistémique permet peut-être de soutenir. Alors, c'est dans ce type c'était pas encore ce type de questionnement qui nous traversait au moment du démarrage de la démarche Cap 3. Le questionnement qu'on avait, je crois qu'il portait plutôt effectivement sur les évolutions des régulations des relations de soins dans un contexte où on favorise beaucoup l'autonomie, comme on dit, des patients, des usagers, et puis dans le même temps, il y a ce paradoxe qu'on met toujours plus les personnes en mesure de protection contrainte, hein, l'augmentation très forte des mesures de tutelle curatelle, l'augmentation très forte des mesures de soins sans consentement. Donc on était un peu interpellé par ce paradoxe de se dire c'est quand même bizarre, la loi, les textes nous disent toujours autonomie, et puis la vie sociale nous dit protection, voire contrainte, hein. Donc on était pris un peu dans ces enjeux de recherche, d'éclairer ce paradoxe quand on a découvert le débat, la controverse autour de l'article 12 de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées, sur la capacité juridique.
Et cette convention et cette controverse internationale nous a obligés, nous a interpellés et nous a fait dire bon peut-être qu'il faut faire de la recherche un peu différemment, qu'on écoute peut-être pas suffisamment les voix de personnes concernées qui précisément ont contribué à élaborer cette convention internationale et qui ont conduit à prendre des positions assez radicales, un peu dérangeantes. Vous les connaissez peut-être, celle de dire il faudrait abolir les mesures de tutelle-curatelle, abolir les mesures de soins forcés parce que c'est des violations des droits, c'est des violations des droits des personnes. Hein. Alors, c'est sûr que cette position, elle allait à l'encontre de beaucoup d'analyses qu'on pouvait faire, de dire que ces mesures de contrainte, de protection, c'est plutôt un moindre mal dans la vie sociale, dans la vie des gens. Et donc, on s'est dit, ok, pour prendre au sérieux l'interpellation suscitée par cette convention, il faut se donner les moyens de mieux prendre en compte la voix des personnes les plus directement concernées dans la démarche de recherche. Et donc, on a développé cette démarche Cap Droit. Alors, je sais pas qu'est-ce que j'aurai le temps de dire à la fin, donc je donne déjà un élément conclusif là-dessus, au regard de l'enjeu qui nous intéresse sur la question de la maltraitance. Il me semble que au-delà d'une convention internationale sur les droits des personnes handicapées, ce qui se joue à travers cette controverse, c'est bien de prendre acte que il y a des évolutions dans les manières de penser l'autonomie des personnes, des citoyens, l'autonomie des personnes vulnérables. Il y a des évolutions dans les manières de penser le soin, hein, et que ces évolutions dans les manières de penser l'autonomie et le soin ont leur envers qui précisément peut être qualifié, peut être décrit, hein, peut être analysé sous terme de mauvais traitement ou de manière plus directe sous le terme de maltraitance. Alors, je crois que l'un des enjeux qu'on a, c'est effectivement de se dire, c'est intéressant de réinscrire tout un enjeu de recherche et de qualification des enjeux de maltraitance dans une optique de transformation sociale, aussi à l'aune des évolutions de nos normes sociales les plus générales, de nos idéaux les plus généraux, et de prendre au sérieux en cela le langage proposé par cette Convention internationale sur les droits des personnes handicapées et plus généralement le langage des droits humains. Alors, je vais vous décrire maintenant en 3 temps, hein, le développement de cette démarche de recherche Cap Droit, d'abord initiée par différentes parties prenantes, à la fois des chercheurs académiques, à la fois des personnes, des organisations de personnes en situation de handicap, à la fois des professionnels, psychiatres ou travailleurs sociaux, autour initialement un événement fédérateur autour de l'article 12 de cette convention en 2015. Et donc, à partir de cet événement, on s'est mis d'accord sur la nécessité, hein, de permettre, qu'il était nécessaire, indispensable, d'accompagner la participation à l'espace de recherche des personnes les plus directement concernées, que c'est pas quelque chose qui se décrétait. Et donc, cet accompagnement, il passait aussi par un accompagnement au lieu de réception et à un accompagnement, à un éclairage plutôt. Le troisième objectif, c'était un éclairage sur les enjeux d'autonomie. Alors, je vais pas vous décrire trop cette première étape de la démarche Cap Droit pour essayer de gagner un petit peu du temps, parce que je tiens par contre à rendre présent l'une des productions de cette première phase de la démarche en 2015. 2016, 2017, je vais couper un petit peu, mais à travers une exposition qui a tourné et qui a donné lieu à un diaporama sonore. Alors, pourquoi c'est pas affiché ? Il faut peut-être... alors, non, toujours pas. Il faut sortir du mode diaporama. Ok.
Donc c'est une manière de rendre présent des membres de cette communauté de la démarche Cap Droit qu'on relie aujourd'hui comme une communauté, qui sont plus forcément là. Vous verrez, certains sont encore acteurs dans la démarche, d'autres n'en font plus partie, mais ils ont été des acteurs importants de l'élaboration de cette communauté. C'est une manière de faire place. Souvent, on se dit que l'un des principes de la démarche Cap Droit, c'est d'intervenir en public, toujours en croisant les regards, pas tout seul, hein, et notamment avec le regard d'expérience. Aujourd'hui, c'était pas tellement la commande, et puis c'est pas comme ça que ça s'est configuré, mais c'est une manière de rendre présente d'autres personnes de la démarche Cap Droit. Je ne vous montre que la moitié de ce petit diaporama sonore, qui nous dit quelque chose aussi autour de... Alors, il faut que je remette le son. Aïe, 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 excusez-moi. Défendre mes droits aussi, impossible de demander ma levée avant la fin de la mesure, car il faut payer une expertise psy. Il faut que tu mettes le micro, je pense, devant. J'ai toujours pu m'occuper des papiers, mais là, je n'en peux plus. Je n'ai pas été informé que ma curatelle allait être renouvelée, et donc je n'ai pas pu le refuser. Défendre mes droits aussi, impossible de demander ma levée avant la fin de la mesure, car il faut payer une expertise psychiatrique qui se monte à 150 €. Je n'avais aucune information sur rien, encore moins sur ma pathologie. Au bout d'un moment, le psy m'a dit que j'étais schizophrène, sans aucune autre explication. Et quand on me parlait des dettes, cela me coûtait trop pour y réfléchir. Je poussais à plus tard. Et il me faudra donc attendre 3 ou 4 ans. Je ne sais pas à quel moment la mesure se termine. La curatrice me dit que j'ai été informé par courrier, mais je ne me souviens pas. Mais je ne l'ai pas reçu. Et en même temps, je fais tellement confiance aux médecins que je pense qu'ils vont me dire ce qu'ils doivent me dire, et donc je n'ai aucune raison de leur poser des questions. Il y a tellement de papiers, j'avais des sacs pleins de papiers. Il faut ramener ça, il manque un papier, il manque ci, il manque ça. J'ai toujours pu m'occuper de mes papiers, mais là, je n'en peux plus. Cela me ferait du bien d'avoir quelqu'un pour m'aider avec les papiers. Il faut ça, tenez, prenez ça, vous voulez ça, prenez ça. Et un jour, ils sont venus mettre tout dans les cartons et j'ai dû partir. Et mon mari est avec, car j'ai fait comme lui a voulu, je l'ai fait incinérer. Mon appareil photo est à l'intérieur aussi. Alors, c'est ce petit diaporama dont je vous ai montré une petite partie a été réalisé donc à l'intérieur de groupes locaux qui ont choisi les images, qui ont choisi des récits, groupes locaux qui essayaient de pouvoir mixer, intégrer des expériences de handicap, de vulnérabilité, de vieillissement. Là, on n'a pas vu moins les enjeux de vieillissement, mais assez transversaux, assez divers. Et sur cette première phase, la question générale auquel les personnes étaient invitées à réfléchir, à partager leur expérience, c'était de partir sur les excès ou les insuffisances dans le soin, l'accompagnement, l'aide qu'ils pouvaient avoir. De manière intéressante, on voit qu'il y a
beaucoup de petites maltraitances. Je ne sais pas si on peut s'autoriser à les qualifier comme ça, mais en tout cas, une personne qui ne verbalise pas, mais qui a pu exprimer à travers des pictogrammes que quand elle se met en colère, on la met au coin. On la met au coin dans son établissement, et ce qu'elle vit comme une forme de petite maltraitance. Une autre personne, Guillaume, qui fait toujours partie de la communauté et qui autorise à vous montrer ces images, nous dit moi j'ai mal vécu le fait que l'établissement n'a pas pris en compte le choix de vouloir rester dans la même unité qu'une personne de qui j'étais amoureux, et j'ai l'impression de ne pas pouvoir vivre la relation amoureuse que j'avais avec une collègue de la résidence. Ces petites maltraitances, elles sont exprimées par les personnes dans un dispositif de recherche qui rend accessible effectivement le fait d'exprimer une voix, d'exprimer aussi leur regard sur ce qu'ils vivent, ce qu'elles vivent comme leurs droits. Cette exposition, c'est l'une des modalités de production qu'on a choisi à la fin de cette première démarche Cap Droit, à côté d'un manifeste intitulé Tout est toute capable, tout est toute vulnérable, essayant de donner les valeurs communes partagées par cette petite communauté en germe, partageant au moins l'interpellation suscitée par la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées, et disant on ne veut pas être pris que comme personne vulnérable quand on est handicapé, ou inversement quand on est professionnel ou chercheur, on ne veut pas être seulement expert, on ne veut pas être toujours sollicité à partir de notre expertise, et ce toute vulnérable, toute capable vient chercher le lieu de commune humanité, comme c'est formulé à un moment donné par Guillaume et Cathy, pour dire le lieu d'ancrage de la communauté avant nos différentes expériences, avant nos différentes expertises. C'est l'impression de partager une condition humaine commune dans laquelle il y a des vulnérabilités et des capacités qui se déclinent de manière très diverse. Alors, à la fin de cette première phase, plus de financement, un certain nombre de personnes qui participent à ces groupes locaux disent « Ben non, on continue malgré les financements, l'absence de financement, on continue parce que ce qui se joue là, c'est pas simplement de la recherche académique, ce qui se joue là, c'est de la recherche citoyenne. Ce qu'on fait, c'est une production de connaissances qui doit exister, que l'action public, le veuille ou non, peu importe qu'on soit financé par l'action publique, nous on veut continuer à faire ces opérations de recherche. Alors c'est créer une coordination d'abord informelle qui s'est ensuite constituée en association. Je ne sais pas si on peut revenir au diaporama, qui s'est constituée en association et puis qui s'est dit bah oui, ok, on va faire une seconde phase de recherche un peu 150 000. Non, c'est vous qui évoquiez les 50 millions de dollars. Bon, non, on va faire avec quelques centaines d'euros, allez, peut-être quelques milliers d'euros, mais on peut faire de la recherche ensemble. Et puis on va aussi se donner les moyens de continuer à répondre, à chercher des véhicules budgétaires pour nous aider à continuer à penser ensemble. Alors, on a utilisé, et c'est la seconde étape, hein, je passe très vite sur la première étape, on a pris le véhicule budgétaire proposé par l'Institut de recherche en santé publique avec la Caisse nationale Solidarité Autonomie, qui crée donc en 2000 ses soutiens aux communautés mixtes de recherche. Donc nous propose ce terme de communauté mixte de recherche, et l'association se dit, allons-y, répondons, proposons. Peut-être qu'on a une communauté mixte de recherche. En tout cas, ce qu'on fait, c'est de la recherche avec des personnes en situation de handicap, avec des professionnels de la relation d'aide, avec des chercheurs académiques. Et cette mixité-là, peut-être qu'on peut la faire reconnaître par l'IRESP. Alors, on y va, on essaye de continuer à réfléchir à la gouvernance collégiale, de se dire, bah non, il n'y a pas une expertise qui prend le dessus sur la gouvernance. Il y a une collégialité des décisions, une collégialité du cadrage, et on est soutenu à travers cette ligne budgétaire communauté mixte de recherche qui nous permet
d'élargir un peu notre cadrage. On était axé convention internationale. On se dit, ben oui, mais cette convention internationale, c'est le corpus de droits humains. Et ça veut dire quoi dans nos vies, droits humains? Le terme, il n'existait pas initialement. Il surgit en partie à travers le développement, la réflexion autour du montage de projets communautés mixtes, c'est de se dire, oui, il y a bien une nouvelle manière de voir les droits humains qui est peut-être en jeu à travers cette convention internationale. Et notre communauté mixte, elle se donne pour objectif aussi de réfléchir à ça, de dire participer à l'espace de recherche, ça participe de fait de l'article 3 de cette convention internationale de favoriser la participation dans tous les domaines de la vie sociale. Et oui, cet article 3 sur la participation, c'est une nouvelle manière de formuler les droits humains qui n'existait pas en 1948, qui n'existait pas en 1989 pour les droits de l'enfant, et que le monde du handicap offre à penser à partir de cette convention de 2006. Alors, c'est l'une des dimensions. Cette communauté mixte de recherche, elle essaye de développer ces différents outils de rencontre, ces différents outils de travail, ces différentes opérations d'enquête. Elle dit également, oui, en fait, cette manière de faire de la recherche, on n'est bien sûr pas la seule à la porter. Donc, essayons d'aller voir des pairs, PAIR, essayons de faire alliance et faire communauté, c'est aussi faire communauté avec ceux qui font comme nous. Et donc, on a pensé aussi une gestion financière qui essaye de répartir les sources de financement avec un maximum de parties prenantes en disant oui, l'autonomie budgétaire, ça fait partie aussi de conditions participatives de la recherche. Alors, je vais pas vous développer tous les foyers territoriaux, l'international qui nous a demandé, etc. Je vais évoquer des petites pratiques mixtes, par exemple celle d'éditorialisation, de dire oui, quand on fait un livret scientifique et citoyen, quand on fait un manifeste, quand on fait un article scientifique, le comité éditorial, il est mixte. Il est composé, pour certains, pas systématiquement, par exemple de Guillaume ou de Cathy, ou de Jacques, qui est plutôt en situation de déficience intellectuelle, donc qui n'écrit pas non plus. Ah oui, on va pas se faire croire que c'est lui qui a écrit l'article. Il fait partie du comité éditorial. Il fait partie de ceux qui disent « voilà ce qui est important à rendre public ». Voilà ce qui est important à faire savoir dans une dynamique de recherche qui va ensuite publier, alors pas aux actes de la recherche en sciences sociales, on aurait aimé, mais dans Politics ou dans d'autres revues, à comité de lecture avec leurs règles académiques. Donc on a essayé de développer un certain nombre d'outils, un certain nombre aussi d'opérations de recherche, on va dire mixtes dans le sens peu planifié. On part pas d'un protocole initialement prévu. Parfois on le fait. Et c'est important, mais parfois, il y a des actes de recherche qui ont besoin d'être au plus proche du vécu. Je prends l'exemple, suite un peu à ce qu'on appelle une CAPLAB, un petit colloque mixte, la question de la parentalité en situation de handicap apparaît très forte. Des personnes de la communauté mixte qui disent « on m'a empêché d'être parent ». D'autres qui disent « ouh là là, je suis parent en situation de handicap, c'est pas facile à vivre tous les jours ». Ok. Méthodologie ad hoc, on n'attend pas d'avoir un financement ici ou là, de partir sur 3 ans. Non, on essaye de partager des expériences, de faire, de formaliser, de tracer, de faire des entretiens, de faire des retranscriptions, de faire corpus, de faire un petit peu travail scientifique, mais de dire on le fait de manière raisonnée, on le fait au plus proche de la manière dont s'exprime la demande. Les fruits de cette communauté mixte, c'est notamment, alors je fais vite, mais un intérêt plus seulement sur l'article 12 et 3 de cette convention internationale, mais l'article 19 qui s'appelle Sociologie inclusive et autonomie de vie. Et on s'est aperçu que cette question de l'autonomie, en fait, fallait pas être critique. On entendait les sciences sociales qui nous disent « waouh, méfiez-vous des pouvoirs publics qui veulent toujours que vous soyez autonome », en fait, ils vous responsabilisent, ils disent « c'est de votre faute si vous êtes dépendant ». Et puis c'est de votre faute si finalement vous faites mal, vous donnez un soin qui est pas terrible. Donc dire « oui, les sciences sociales, elles nous permettent de dire ça, cette injonction, elles nous permettent de dévoiler ça ». Mais la démarche en communauté mixte, c'est de dire « nous, on veut pas céder, on veut pas lâcher sur l'autonomie dans nos vies ». Parce que précisément, les personnes très vulnérables, les personnes en situation de handicap, là, on se gêne pas pour leur dire, en fait, vous, pour de vrai, non, vous n'êtes pas autonome.
Hein. Donc, non, ne pas céder, ne pas lâcher sur l'autonomie. Et donc l'article 19 de la Convention qui nous dit, oui, c'est un point d'appui pour penser de manière nouvelle l'autonomie, pour nous en tout cas, l'autonomie de vie, qu'on va qualifier, qu'on va considérer comme un droit humain, mais d'abord comme une expérience de vie, et puis aussi comme un concept à élaborer. Alors, là, vous avez des personnes qui ont participé à l'élaboration du projet et qui sont aujourd'hui des membres du bureau de l'association Cap Droit. Bureau de l'association, Marika Lefki, Jacques Lequin, Dominique Cognier, je crois peut-être Marika, je te salue si tu nous entends. Cette communauté, elle nous a permis aussi d'élaborer un projet de recherche un peu plus ambitieux. Donc, dans le cadre France Investissement de 2030, je ne sais pas si c'est Macron, Sarkozy, je ne me souviens plus. En tout cas, c'est un moment de dire, il faut mettre de l'argent dans la recherche. Et d'ailleurs, il faut mettre de l'argent dans la recherche sur les personnes âgées, parce qu'il y a le problème de la réforme des retraites, voilà. Ah, et puis aussi sur les personnes handicapées, parce que ça fait longtemps, ça fait 20 ans qu'on a promis ça au Conseil national consultatif des personnes handicapées. Il faudrait peut-être un jour ou l'autre. Bon, ok, on le met dans France 2030 Investissement, on met un peu plus. On est sur 16, je sais plus, 32 millions pour une vingtaine de programmes, donc on reste assez modeste par rapport à vos montants. Mais pour nous, c'est plus d'1 million, plus de 2 millions, plus de 3 millions. C'est beaucoup plus ambitieux que d'habitude. On passe une échelle considérable, ce qui a des répercussions sur la vie de la communauté très importantes, des répercussions d'abord d'encaissement, d'abord négatives. Moi qui suis à l'allocation adulte handicapé, à quoi vont me servir ces 3 millions? Est-ce que je suis bien sûr que moi, je suis un gagnant de cette histoire? Ou est-ce que je vois qu'en fait, on rentre dans des logiques d'administration, de la recherche, de gestion, finalement, de ressources humaines qui nous complexifient la vie? Hein? Donc, il y a un premier moment de se dire, est-ce que c'est une bonne nouvelle de répondre et de gagner un soutien financier plus conséquent des pouvoirs publics? Alors, on se dit, on lâche pas, on se dit que oui, quand même, pour la cause de, on va dire, des droits humains, ça vaut le coup, et dans une manière de penser une communauté épistémique qui met les droits humains de manière centrale, pas simplement comme instrument d'action logique top-down, on dit ce que fait l'OMS, on dit ce que fait l'ONU, et puis on doit appliquer. Et puis, ça marche comme ça? Non. Les droits humains, ça fait sens si précisément, c'est ce que nous raconte Guillaume, c'est ce que nous raconte Cathy, qu'on peut faire remonter comme, c'est là le sens du juste, c'est là le sens de quel est mon droit respecté ou non. Hein? Donc de se dire, il faut penser une communauté qui arrive à, comme on dit, associer le mouvement top-down et le mouvement bottom-up, qui arrive à associer l'échelle internationale et l'échelle très locale. Donc l'outil qu'on s'est donné un petit peu, c'est l'idée de la spirale, de dire faut penser nos pratiques en spirale. Alors cette question de la spirale, je reviens une seconde à Noiriel et à Yana King. Hein, c'est une question épistémologique tout à fait centrale, qui est de dire le lien entre la réalité et la manière de la penser et de la connaître. Hein, c'est interdépendant. Bien sûr qu'on transforme la réalité en la connaissant un peu mieux, mais on transforme la réalité aussi en apportant une connaissance qui vient plus des pouvoirs publics. Ah, alors on veut transformer la réalité un peu autrement en disant on veut une connaissance qui provient aussi plus des personnes en situation de grande vulnérabilité. Hein? Donc penser la spirale du rapport de la réalité et de la manière de la connaître, c'est aussi se dire ces modalités de connaissance, on les produit un petit peu différemment que dans un travail de spécialisation de la recherche qui nous conduit toujours à saucissonner un peu plus les experts et puis à perdre au loin des lieux de production de connaissances assez informels, nichés dans les vécus. Alors voilà, le modèle en spirale, pour nous, qui fait sens pour essayer de penser une communauté épistémique sur les droits humains. Je redis pas la dimension territoriale, la dimension de la participation, si c'est important. La présence et l'absence, on veut toujours être tout le temps partout. Mais, faut bien dormir. Et puis on est fatigué. Et puis on est malade. On peut pas être toujours là. Hein. Et l'injonction participative, c'est de nous faire croire qu'on est toujours là tout le temps. Non.
Non, c'est important de pouvoir penser l'absence, même si le slogan c'est « Nothing about us without us ». Rien sur nous sans nous. Hein? Donc comment penser l'absence sans précisément exclure, sans faire sans les personnes. Donc il y a une réflexion bien sûr sur l'exigence participative qui est tout à fait importante. Je développe pas les autres dimensions, je fais attention à notre appétit. Quelle institutionnalisation d'une communauté épistémique? Ok, ritualisation de rencontres, développement de supports éditoriaux, peut-être pour nous, mais c'est aussi à discuter, ça serait quoi? Un centre ressources, droits humains, soins, autonomie, ça serait quoi à imaginer? C'est l'un des enjeux du programme OVI et c'est l'un des enjeux aussi en lien avec d'autres communautés mixtes qui vont se développer. Puis peut-être aussi dans la réflexion, il y a eu la loi de Debré, non pas celle de 57, je dis peut-être une bêtise, il y a des spécialistes qui disent oui, en fait, dans le monde de la santé, il faut penser la clinique et la recherche ensemble. On crée les CHU, les centres hospitaliers universitaires. Dans le médico-social, on est loin de penser une place centrale de la recherche. Est-ce qu'il faut pas aller vers là, de dire oui, penser la recherche avec les personnes accompagnées, ça implique effectivement une structuration aussi ambitieuse qui passera par des financements, mais qui passe d'abord par une réflexion structurante, instituante, pour pouvoir institutionnaliser ce type de pratique épistémique. Voilà, alors je termine. Si un terme qui nous tient à cœur, puis personnellement qui me tient à cœur, c'est de dire oui, faire des sciences sociales, c'est pas de devoir choisir entre la posture critique et la posture d'accompagnement des pouvoirs publics, mais dans ce qu'on peut appeler parfois une sociologie des sciences sociales affirmative, c'est dire il faut là encore dans le mouvement en spirale pouvoir prendre les temporalités de distanciation pour pouvoir revenir aux dynamiques d'affirmation qu'on partage en commun, des idéaux qu'on partage en commun, donc remettre la question de l'idéal au centre de la pratique de recherche. Et je terminerai sur ce que disent souvent d'autres acteurs de la communauté, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé passionné et passionnant. Vu de l'heure, c'est pas grave. Je vous propose qu'on se retrouve du coup vers 14h et qu'on aille déjeuner. Merci beaucoup.